Bonjour, je suis Claire, coach certifiée spécialisée dans les hauts potentiels et bienvenue à tous dans Atypic People. Atypic People, c'est le premier podcast qui donne la parole à tous ceux qui se sont toujours sentis en décalage, les zèbres. On les nomme aussi hauts potentiels, surdoués ou encore précoces. Et leur QI est bien souvent aussi démesuré que leur vie. Ici, vous découvrirez leurs témoignages inédits, vous rirez peut-être, parfois même ils vous toucheront, mais ils ne vous laisseront jamais indifférents, car ils sont si différents. Parce que la différence se partage, bon voyage dans le monde sensationnel des atypiques avec Atypic People. Cette semaine, on parle de ceux qui se sentent parfois au potentiel et parfois pas. Des rayures, oui, mais pas toujours. Un pied dedans, un pied dehors, ceux qui se trouvent dans la fourchette des 120-130 de QI. Déjà dans l'épisode 10, l'histoire de David avait suscité beaucoup d'intérêt sur ce sujet. Aujourd'hui, c'est l'une des personnalités préférées des Français qui a accepté de nous partager son expérience. Il est l'un des médecins les plus connus de France, c'est Michel Simès. Sa particularité, avoir passé le test devant des millions de téléspectateurs pour les besoins de son émission « Les pouvoirs extraordinaires du corps humain ». Il y a quelques semaines déjà, nous avions découvert les impressions de sa partenaire à l'écran, Adriana Carambeu. Ils avaient passé le test ensemble il y a 7 ans. Aujourd'hui, c'est au tour de Michel Simès de se confier au micro d'Atypic People. Sans filtre et toujours avec cette humeur et cet humour qui le caractérise tant, Michel nous parle de ce jour où il a passé le test, de ce résultat d'homme brillant mais juste sous la barre des 130. En coulisses, Jeanne Siofachin, la spécialiste de la douance, lui avait pourtant bien souligné que les conditions exceptionnelles de ce tournage avaient forcément eu un impact sur le score final, très probablement diminué sous la pression des caméras. Mais Michel, lui, ne s'est jamais senti vraiment haut potentiel ni surdoué, jusqu'à ce jour où ses amis proches, qu'il appelle la secte, tous des hauts potentiels détectés, lui ont ouvert en quelque sorte ses chakras sur le sujet. Depuis, il a refait le film de sa vie, certains de ses comportements ou fonctionnements résonnent autrement, et c'est grâce à eux, ses amis. J'ai donc rendez-vous quelque part, dans un endroit où il s'y sent bien, pour un tête-à-tête avec lui. C'est parti. Bonjour. Bonjour Michel, merci beaucoup d'avoir répondu présent et de m'accueillir ici, donc on est chez toi. Oui, tout à fait, chez moi, et on dit pas où. Non, je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Alors, est-ce que tu sais de quoi on va parler aujourd'hui ? Alors, pas du tout. Notre ami commun m'a demandé de passer un peu de temps avec toi, à part le fait que tu t'intéresses beaucoup au potentiel, si j'ai bien compris. Et c'est pour ça que je me demande ce que tu fais là. Alors, je vais te donner un indice. Notre ami commun... Qu'est-ce qu'il fait sur les pouvoirs ? Eh ben, c'est le réalisateur. C'est le réalisateur des pouvoirs extraordinaires du corps humain avec lequel nous avons passé, avec Adriana, comme elle a dû te le dire, des tests pour une des émissions sur le cerveau. Je ne sais même plus quel était le thème de l'émission. Sur les différentes formes d'intelligence. Différentes formes d'intelligence, voilà. C'est pour te dire que j'ai une mémoire de poisson rouge, que je me souviens. Mais tu parles Adriana comment ? 42, c'est ça. Et donc, nous avons passé des tests de QI dans des conditions un peu particulières, parce que quand tu as plein de caméras sur toi, que tu as une sorte de pression, ce qu'il ne faut surtout pas avoir quand tu passes ce genre de test. Voilà, donc j'ai passé ce test de QI. Alors, moi, je voudrais justement revenir sur ce test qui s'est passé maintenant il y a 7 ans, en 2014. C'était une idée de qui de vous faire passer, toi et Adriana, ce test devant les caméras. Alors, c'était une idée de la production et de notre rédactrice en chef de l'émission, Peggy Olmy, qui voulait nous faire passer des tests parce que ça rentrait dans le cadre de l'émission pour expliquer les différentes formes d'intelligence. Mais je crois qu'au départ, c'était juste pour passer les tests sans se poser de questions sur les résultats. Parce que ce qui était important, finalement, c'était
de montrer ce qu'on était capable de faire, comment se passaient les tests pour les montrer à la télé. Voilà, les résultats, à la limite, quels qu'ils aient été, ils seraient passés comme ça. Enfin, je veux dire qu'on soit à 100, 110, 120, 130, ça posait pas de truc. Mais l'idée, voilà, elle était de montrer comment ça se passait. Mais alors toi, justement, quand on t'a dit, bon, bah, tu vas passer un test devant tout le monde, et le résultat sera filmé et sera pas fait en amont, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit quelque chose ou pas du tout? C'est passé Ah non, c'est passé... comme à chaque fois que je tourne cette émission et qu'on me fait faire des trucs, parce qu'en général on m'en fait à chaque fois, j'ai plus un sentiment de curiosité. J'ai envie de savoir, tiens, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va faire. J'ai passé des tests de sommeil, j'ai passé des tests où il fallait répondre à des questions alors que j'étais le soir pour voir si j'étais plus du matin ou du soir, etc. Mais à chaque fois, moi, c'est une expérience pour moi. Donc quand on me fait passer les tests de quotient, je me dis, oui, tiens, j'en ai jamais fait, j'en ai beaucoup entendu parler, je vais voir ce que ça donne. Après... alors d'une part, je l'ai dit, les conditions étaient un peu particulières et puis surtout, moi je déconne beaucoup et on tournait quand même une émission et la fille qui me faisait passer les tests était ultra sérieuse. J'étais au bord du fou rire tellement elle était sérieuse et que moi j'arrêtais pas de vanner et que finalement, je l'ai su après parce qu'on me l'a dit, elle avait très mal pris l'expérience, quoi. Le fait que je passais les tests en déconnant, ça s'est pas très bien passé. Ouais. Et quand tu parles de la fille, tu parles pas de Jeanne sur Non, Fachin? je parle de la psychologue qui faisait passer les tests, qui était une slave, hyper sérieuse, etc. Fallait pas déconner. Et plus elle était sérieuse, plus je partais en fou rire. Donc, et je la regardais. Parfois, je n'arrivais pas à répondre à des questions. Je la regardais, presque en me foutant d'elle. C'était pas très cool. Donc, tu passes les tests, tu te marres pendant tous les tests. Donc, tu prends au sérieux Non, je prends au sérieux parce que sinon, il fallait pas non plus que je me retrouve avec 50 de QI. Donc, et comme comme je suis très curieux, je voulais vraiment savoir où j'en étais. Donc, il y a des moments où je déconnais avec elle, mais quand je faisais les tests, je les faisais sérieusement. Ok. Et donc, au moment du résultat, tu t'en souviens ou ça se Ouais. Je m'en souviens. J'ai une sorte de soulagement en me disant que d'abord que je suis pas sous la moyenne, mais bon, ça, je me disais que ça pouvait aller. Mais c'est bizarre. C'est ou un soulagement où on se dit ah tiens c'est pas mal. Je fais partie de la tranche où j'étais à 121. Et je fais partie de la tranche supérieure sans être dans celle des hyper des HQI, voilà. J'étais dans une tranche qui me paraissait correspondre à ce que je pensais de moi. D'accord. Avec Ipurant. Oui. Non, mais... Voilà. Non, voilà, j'étais rassuré de me dire finalement c'est pas si mal. C'est pas si mal. Ouais. Et justement, à ce moment-là, dans l'émission, Jeanne, elle commence par toi pour annoncer les résultats. Et ce qu'elle emploie comme mot en disant Michel, tu es un haut potentiel extrêmement brillant. Et là, ta réaction, est-ce que tu t'en souviens? Pas du tout. Et je me souviens même pas qu'elle m'ait dit ça, c'est pour te dire. Je me souviens pas de ce que m'a dit... Moi, quand on me fait des compliments, j'ai tendance à les oublier. Ça me gêne, ça me met mal à l'aise. Donc je pense que mon cerveau les jette. Ouais, c'est marrant ce que tu viens de dire, ça me gêne, ça me met mal à l'aise. Ouais. En fait, ce qui s'est passé dans l'instant, c'est que tu t'es levé et tu as été l'embrasser. Ah oui. En faisant un peu, sur l'humour évidemment, en faisant une blague. C'est ma forme de défense, ça. C'est la forme de défense. Effectivement, c'est ce qu'elle disait, et elle m'en a parlé là dans l'épisode où je suis allée l'interviewer. Elle expliquait qu'effectivement, l'humour était chez toi quelque chose de, a priori, très révélateur pour masquer les émotions ou pas trop les exposer. C'est une forme de protection, de carapace. Ça me rend très sociable et à la fois, ça cache toutes les émotions que je peux ne pas avoir envie d'exprimer. Et on tourne une émission. Donc mon rôle aussi dans l'émission, il est de déconner, de faire du joke, etc. Mais oui, je sais pas si je l'ai embrassé par soulagement ou pour déconner, mais j'ai deux façons de réagir. Quand quelqu'un me dit t'es vraiment brillant ou t'es au potentiel, ou etc., soit je suis gêné et à ce moment-là je fais rien et puis je rentre dans ma carapace, ou je sors l'arme de l'humour pour évacuer cette gêne que j'ai, quoi.
que tu ressens intérieurement. Et alors, suite à ce test, donc, où effectivement on peut quand même imaginer que le chiffre il est un peu moindre par rapport à la réalité vu les conditions dans lesquelles ça s'est passé sur un tournage, donc il y a toujours une petite part de stress. Est-ce que derrière tu as compris des choses sur ton comportement, sur ton fonctionnement, ou ça t'a donné des clés finalement un petit peu? Alors c'est très bizarre parce que je pense que j'ai évacué très vite la conclusion de ce test et ce qu'on m'en a dit. Je me suis pas attardé dessus. Et il y a 7 ans que ce test, je l'ai passé. Et en fait, c'est plus en discutant avec notre ami commun Stéphane, alors Stéphane qui est HP aussi, Peggy qui l'est, Adriana. Il se trouve qu'un soir, on s'est retrouvés tous les 4 à table en train de dîner lors d'un tournage. Et je les entendais parler entre eux de ce côté HP, parce que eux sont allés faire les tests après le tournage. Et les trois sont apparemment HP et discutaient entre eux. Il y a un moment, ils m'intégraient dans la conversation sans que je comprenne pourquoi. Et je disais, mais je ne suis pas HP, moi. J'ai pas... Et là, ils m'ont regardé en se demandant de quelle planète je venais, parce qu'ils m'ont... Enfin, on en parle, on se marre souvent, mais ils me disaient, mais tu t'es fou, quoi. C'est exactement ce que tu as dit, Jeanne. Et puis, les tests le montrent, etc. Et c'est depuis cette conversation, il y a peut-être 2 ans, je crois, que j'ai commencé à me poser des questions et à me demander si finalement je l'étais. Je n'ai pas la réponse. Aujourd'hui, je doute toujours d'être HP. Ah oui. Je ne suis pas convaincu du tout que je le sois. Et en revanche... C'est marrant ça, tu l'es pas du tout. Non, franchement, je doute énormément. Et alors, là, tu disais qu'aujourd'hui, tu étais un peu plus depuis 2 ans, depuis que tu as échangé avec le groupe de ton équipe de tournage, On s'appelle La Secte. On a créé un groupe WhatsApp, La Secte. On est tous les 4. Et c'est moi qui leur ai dit, mais on est une secte là, parce qu'on se parle comme dans une secte. On est tous HP, on est entre HP, etc. Et donc on a un groupe WhatsApp qui s'appelle La Secte. Et du coup, vous parlez aussi de ça, et ça vous conforte parfois d'échanger? Oui, ça nous conforte. Encore une fois, moi j'ai un pied dedans, un pied dehors. Mais quand je parle avec eux, j'ai un pied dedans. Et parfois, quand je suis dehors, j'ai un pied dehors. Mais quand je suis avec eux, ce qui est marrant, c'est de comparer nos ressentis, voilà, comment on a vécu tel truc. Par exemple, il y a un truc qui est commun à nous 4, en tout cas, c'est, je crois, c'est le syndrome d'imposture. Qui, paraît-il, est aussi une caractéristique. Absolument. Mais ça, le syndrome d'imposture, moi, je l'ai. Je le traîne, mais comme un boulet depuis tout le temps. C'est vrai. Tout le temps. Je me suis toujours demandé ce que je foutais là, quoi. Et quand j'ai commencé à être un peu populaire, ou que j'ai été classé... classement du JDD parmi les Français préférés des Français, et que je me suis retrouvé devant Belmondo, Delon ou des stars, je me suis dit, mais de qui il parle, quoi. Non, à ce moment-là, je dis, mais les gens ont cru que c'était qui c'est pas moi, ils ont confondu avec quelqu'un. Ouais, d'accord. À ce moment-là, pour toi, c'est pas possible d'intégrer l'information. Impossible. Mais encore aujourd'hui. C'est-à-dire que le classement des animateurs, où j'ai été animateur numéro 1, je me dis, bon, je commence à comprendre, je suis animateur, ok, d'accord. Mais le Français préféré des Français... Ah oui, je vois, tu fermes même les yeux là. Ah oui, non, là, ça paraît. Non, mais là, je n'en reviens toujours pas. C'est pas l'idée, elle est pas de la fausse, c'est pas de la fausse modestie. C'est plus, je pense, en comparant ma place avec ceux qui sont derrière moi, des gens que j'admire depuis que je suis gamin. Enfin, je veux dire Belmondo, Zidane, des trucs comme ça, des mecs qui sont derrière moi. Je dis, mais c'est pas possible, quoi. Je vis dans un autre monde. Pour moi, c'est... Je veux bien que les gens m'aiment bien, que je sois populaire, que je suis médecin, je les rassure, tout ce que tu veux. À tel point que, je l'ai raconté dans les interviews, mais à tel point que je suis allé avec le JDD au gymnase Japy, où avait été arrêté mon grand-père le 14 mai 41. J'y étais aujourd'hui, c'est pour te dire, parce qu'ils ont une exposition qui est dans le 11e arrondissement de Paris, et mon grand-père a été convoqué par la police française. Et comme lui, il était polonais, il faisait partie de ces juifs étrangers, et qu'il était très légaliste aussi, et c'est la police française. Il avait servi dans l'armée française, c'est la police française qui le convoquait, donc il disait, ma grand-mère a dit, il n'y va pas. Lui, il est allé, il m'a dit, je risque rien. Il a été arrêté, déporté à Pithiviers, puis à Auschwitz, où il est mort. Et donc il a été arrêté par la police française. Et moi, quand je me retrouve 5e ou un truc comme ça du JDD français préféré des Français, j'ai un truc, je me dis, alors déjà je comprends pas, et je me dis,
je vais aller dire à mon grand-père, je suis pas croyant, mais je vais aller dire à mon grand-père au gymnase Japy, tu te rends compte que le pays qui t'a envoyé à la mort, 70 ans plus tard, envoie un message d'amour à ton petit-fils. C'était quand même un truc incroyable. Ouais. Et voilà ce que ça a déclenché chez moi. En termes de syndrome d'imposteur, il y a ça. Il y a que je ne comprends pas ce que j'ai de plus par rapport aux autres qui n'ont pas réussi à faire ce que je fais. Voilà, pour simplifier. Après, est-ce que c'est pas aussi une histoire d'être dans sa mission de vie, d'être dans son alignement, là où on est, là où on doit être? Par moments, je me mets des coups de poing dans la gueule en me disant, mais arrête, t'es là où tu dois être, effectivement. Tu l'as pas volé, ce que tu fais. T'as bossé, 12 ans d'études, de la médecine, t'as sûrement trouvé les mots qu'il fallait pour prendre la place que d'autres auraient voulu prendre. Mais je... Pas convaincu, quoi. Mais je suis pas convaincu, non. Je suis pas convaincu par rien de ce que je fais. Alors maintenant, il faudrait peut-être que je retourne voir Jeanne Siofachin, bien évidemment, mais j'ai aussi un autre pote qui s'appelle Olivier Revol, qui est très connu, notamment pour les problèmes de scolarité chez les enfants. Parce que je ne suis pas cache-p, si tu veux, je suis aussi TDAH. Alors, je dis ce que c'est TDAH, c'est trouble de l'attention et d'hyperactivité. Voilà. Donc, Olivier Revol, effectivement. Donc Olivier Revol, qui est un ami qui n'a rien à voir avec ça, mais qui on a sympathisé à force. Et un jour, il m'a appelé pour me dire est-ce que tu voudrais pas témoigner? J'ai écrit un livre sur les TDAH. Je lui ai dit mais tu veux que je te témoigne de quoi? Il me dit mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Et je lui ai dit mais moi je veux bien te parler de ce que tu veux, mais pourquoi moi? Il me dit mais parce que tu es TDAH. Et je lui ai dit ah bon? Et il n'en revenait pas que je le sache pas, mais c'était il y a 10 ans ou 15 ans, quoi. C'est-à-dire que toute ma vie, et ça je le crois, que j'ai des troubles de l'attention, qui m'ont causé beaucoup de problèmes dans ma scolarité et mes études, bien évidemment. Mais là, je sais que je suis. Alors, si je cumule ça avec le côté HP, là, ça commence à faire un peu lourd à porter. Mais voilà, je ne sais pas si je le suis ou pas. Il faudrait, très franchement, pour que je sois convaincu de l'être, dans ton regard, je vois que tu te demandes comment je peux ne pas le croire, mais c'est-à-dire que tu as quand même eu Jeanne Siofachin qui te dit, bon, dans des conditions dans lesquelles tu es très proche, et Olivier Revol qui te... Bon, oui, non, ça fait beaucoup. En France. Bon, écoute, alors voilà, on va dire que je le suis, et en fait, ça fait 2 ans que j'ai pris conscience qu'il y avait peut-être quelque chose qui pouvait expliquer un certain nombre de mes comportements, de mon passé, de mes difficultés scolaires, parce que j'ai beaucoup galéré. J'ai beaucoup galéré. Rien n'a été facile pour moi. Tu veux dire que tu étais juste en point de vue des notes, ou c'était plutôt en comportement avec les copains J'étais juste avec les notes, j'étais juste. Je pensais qu'à déconner en classe, donc je serrais les fesses à chaque passage de classe. D'accord. J'ai eu une sorte de révélation en première année de médecine, ce qui fait que j'ai réussi ma première année du premier coup, alors que j'avais raté mon bac. C'est dingue. Ah oui. Oui. Donc sans le bac, si, tu as dû repasser le bac. J'ai repassé le bac, j'ai redoublé, et j'ai eu ma première année du premier coup, ce qui, à mon avis, c'est jamais vu dans les annales. Ouais. Donc, il y a un moment, j'ai réussi finalement ma vie, mais les études n'ont jamais été hyper simples pour moi. Donc, après, dans la vie privée, dans la vie même professionnelle, le côté hyperactif peut être associé à HP, fait que je comprends mieux aujourd'hui ma boulimie c'est-à-dire que je m'ennuie très très vite. Il faut que j'ai sans arrêt des choses à faire et sans arrêt des projets. D'accord. Tu te lasses des choses rapidement? Très vite. D'accord. Très très vite. C'est-à-dire que je suis, et ça c'est un truc que je me reproche sans arrêt, je suis d'un enthousiasme démesuré pour commencer les choses. Oui. Mais si je décide demain de jouer d'un instrument de musique, ce que j'ai fait avec le saxo, c'est pas la semaine prochaine, c'est aujourd'hui, c'est tout de suite. Je suis capable de traverser Paris pour aller chercher une partition si j'ai envie de la jouer. Ouais. Il faut que ce soit tout de suite. Et puis, une fois que j'aurai commencé, une fois que je commencerai à, non pas maîtriser, mais à m'amuser suffisamment dans ce que je fais, ou par exemple à la télé, moi je suis un arbre à idées, donc j'ai des projets sans arrêt. Une fois que le projet est lancé, que mes équipes s'en occupent, ça m'intéresse plus. Ça t'intéresse plus. Je me marre parce que tu dis je suis un arbre à idées. On parle de la pensée en arborescence pour les HP. Tu parles beaucoup en métaphores qui sont exactement dans les caractéristiques. Est-ce que tu as ce truc de j'ai envie de faire plein de choses, donc tu les fais, mais une fois que tu les as imaginées dans la tête, finalement, de les faire, ça t'intéresse plus parce que tu les as déjà vécues. Exactement. C'est un peu ça. Exactement. C'est-à-dire que
je vais avoir une idée d'émission. Je vais arriver, je vais en parler à mes rédacteurs chefs ou à une équipe. Je leur dis bossez dessus. Et ils bossent dessus, ils m'envoient ce qu'ils ont imaginé et ça me fait chier de la lire. C'est terrible, hein. Mais à tel point que... parce que je suis déjà passé à autre chose. Ouais. Je suis déjà passé à un autre projet. J'ai passé pratiquement tous les permis, imaginables. Il reste, qu'est-ce qu'il me reste, le permis poids lourd et transport en commun. Et voilà, parce que j'avais envie, ça m'excitait. J'ai passé mon permis, par exemple. Je fais du bateau, j'ai mon permis côtier, qui est facile à passer. Et puis, depuis des années, je me dis, je passerais bien mon hauturier, qui est un permis compliqué à passer, parce que c'est le permis haute mer, pour partir, traverser l'Atlantique et tout. Et j'étais pas sûr d'en avoir extrêmement l'utilité. Et ben, je l'ai passé. Mais alors là, je suis allé à fond. J'ai eu 19 sur 20 à l'examen. Waouh. Et alors, je m'en sers parce que j'ai un bateau qui me permet de sortir. Mais bon, je suis passé à autre chose après. Ouais. J'ai passé mon brevet de pilote d'avion. Mais tu t'en es pas servi en fait de ton... Le jour où j'ai mon brevet, j'ai arrêté de piloter. Alors, est-ce qu'il y a ce truc d'obtenir une récompense, une reconnaissance? Est-ce qu'il y a ça ou de cumuler les choses? Alors la reconnaissance, je pense, je fais pas ce métier de télé on va pas faire de la psychiatrie, mais c'est évident que j'ai un besoin de reconnaissance et j'ai surtout un besoin de revanche vis-à-vis de la nana qui m'a fait rater mon bac, qui était qui est une prof qui m'a mis 6 sur 20 en histoire à l'oral alors qu'il me fallait 7. Donc elle savait très bien qu'elle me faisait rater mon bac. D'accord. Sur la seule question que je connaissais par cœur de tout le programme d'histoire. Donc, à l'évidence, il y a eu un problème. C'était fait exprès. C'était fait exprès. C'était une injustice. Je suis pas du genre complotiste, etc. Mais là, je n'ai jamais su quoi. Mais elle m'a planté parce qu'elle avait envie de me planter. C'était une injustice terrible. Ouais. Et je ne sais pas si c'est lié au HP ou l'injustice. Le sens de la justice, en tout cas. Je ne supporte pas la moindre injustice. Et cette salope m'a rendu service. Parce que j'ai dit, ok, on n'a pas voulu me le donner, eh ben je vais vous montrer ce que je sais faire. Et je pense que ça a été le moteur de toute ma vie, cet échec au bac. Ça m'a filé un coup de pied au cul terrible. C'est comme quand j'ai commencé la radio. Ouais. Sur France Info, j'ai eu une plainte au Conseil de l'Ordre de la part des journalistes d'information médicale qui se plaignaient auprès du Conseil de l'Ordre parce que je faisais une chronique quotidienne sur France Info alors que j'avais pas ma carte de presse. Au début des années 90, 2000, ça fait 30 ans. 30 ans que je n'ai pas voulu demander ma carte de presse pour leur montrer que j'allais réussir sans carte de presse. Donc un petit esprit de provocation. Il y a quelque chose d'injuste, je me bats, je suis un peu grande gueule, je me défends, mais je ne vais pas, pour faire plaisir aux gens, faire ce que j'ai pas envie de faire. Du coup, ça m'amène sur une question sur une des caractéristiques. Comment tu es par rapport aux règles, à l'autorité Quand je parle des règles, je parle aussi du rapport. Alors évidemment, dans ton métier, c'est peut-être un petit peu différent, à la hiérarchie. Je ne connais pas la hiérarchie. Voilà, mais c'est un choix peut-être aussi de base, tout en se connaissant. Je ne sais pas si c'est un choix. D'abord parce que j'ai toujours été libre et mon patron. Alors bien sûr, je travaille à l'hôpital, j'ai un chef de service. À la télé, j'ai des patrons, etc. Mais je n'ai pas de rapport hiérarchique avec qui que ce soit. Je ne sais pas ce qu'est la hiérarchie, ni dans un sens, ni dans l'autre. Je ne suis pas le supérieur hiérarchique de qui que ce soit. Et je traite d'égal à égal n'importe qui. En fait, j'ai beaucoup de culot. Voilà. Je suis très culotté. Et c'est ce qui m'a fait réussir dans mon boulot dans les médias. Parce que rien ne m'est impossible. Pythagore a dit, paraît-il, rien n'est impossible, même l'invraisemblable. Et pour moi, rien n'est impossible. Mais rien. C'est-à-dire, je m'interdis de penser qu'une chose est impossible. D'accord. Non pas parce que j'estime avoir les compétences ou les qualités pour faire les choses, mais parce que je ne m'interdis aucun rêve. Aucun. Je me plante et je suis très mektoub. Ça arrive, ça n'arrive pas, c'est qu'il y a mieux après. Donc voilà, avec ces deux philosophies-là, je ne m'interdis rien. Et ça veut dire que, pour revenir à ta question, je n'ai pas de hiérarchie, c'est-à-dire que j'ai du respect pour les gens
qui sont socialement au-dessus de moi ou professionnellement au-dessus de moi. Mais ce respect ne m'intimide pas. Je me dis pas, oh là. Alors, je suis très fan. J'ai une grande fanitude. C'est-à-dire que quand j'admire des gens, je suis comme un gamin qui rencontre un joueur de foot. L'autre jour, j'avais un webinaire avec l'ensemble du sport français en direct de l'Élysée. On était en Zoom, mais il y avait le président de la République à l'Élysée, entouré de quelques ministres, tout ça. Il passait la parole à chacun, et quand il a dit Michel Simès, c'est à vous. C'est la première fois que je parlais devant tous les ministres et machin. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai déconné. Les autres, alors que tout le monde était Monsieur le Président, machin, etc. Ouais. J'ai déconné parce que j'avais un écusson du PSG sur mon siège et que lui, il est supporter de l'OM. Et j'ai dit, Monsieur le Président, je suis désolé, mais je n'avais pas d'autre siège. Et Macron m'a dit, bon, bah, très bien, on passe à quelqu'un d'autre, en rigolant, pour réagir. Mais je pense que les gens se sont dit, il est fou. Il est fou. On est en train de faire un webinaire avec le président de la République, et l'autre, le premier mot qu'il dit, je l'avais jamais vu, Macron, premier mot qu'il dit, c'est, excusez-moi, j'ai le truc du PSG. Mais alors pourquoi tu as fait ça? Est-ce que c'est pour détendre ou pour te détendre aussi? Je sais pas. Écoute, quand j'ai préparé mon speech, parce qu'il fallait quand même, on avait un temps imparti pour parler de son sujet, je me suis dit, quand je les ai vus tous faire Monsieur le Président, merci de nous avoir invités, merci, je suis très honoré, etc. Je me suis dit, putain, mais c'est casse-couille, l'autre, il en a marre d'entendre des gens qui lui serrent les pompes toute la journée. Donc si je fais un truc un petit peu différent, ça peut peut-être être marrant. Et puis j'ai même pas réfléchi, je me suis dit, tiens, c'est vrai que j'ai un écusson. En revanche, pendant les 20 minutes qui ont précédé mon intervention, je n'ai pensé qu'à ça. Je me suis dit, tu y vas ou tu y vas pas? C'est vrai? Tu le fais ou tu le fais pas? Je suis capable, 30 secondes avant de prendre la parole, de dire, déconne pas, fais un truc simple, c'est le président de la République. D'accord. Et de me dire, ok. Et de me parler à moi-même en me disant, je vais pas le faire. Et au moment où je prends la parole, je fais, alors, j'ai le... Mais comme si j'avais deux personnes, mais et une qui prenait une décision rationnelle et raisonnable, et l'autre qui prenait la main au moment de parler. Ouais, donc il y a le Michel rationnel et le Michel, quoi, on dit le Michel un peu dingue. Le Michel un peu dingue. Non, mais ce qui s'interdit rien. Je ne m'interdis rien. J'ai des filtres, parce que je sais jusqu'où ne pas aller, mais je m'interdis rien. D'accord. Ok, et alors dans les caractéristiques, il y en a deux autres qui sont assez récurrentes. Ça va être tout ce qui va être le développement des sens. On appelle ça l'hyperesthésie. Alors, j'ai une hyperesthésie visuelle qui m'intrigue moi-même. C'est-à-dire, c'est-à-dire que tu me donnes un bouquin, ou tu me donnes une page entière imprimée, il y a une lettre qui manque, je mets 15 secondes pour te la trouver. C'est là où le diagnostic éventuel d'HP me rassure, parce qu'il m'explique les choses. Ça fait des années que je me demande ce qui se passe dans mes yeux. Par exemple, quand on fait un bouquin, on écrit un bouquin, il y a 15 relecteurs. Bien sûr, ouais. Il laisse passer une coquille, je la vois. Direct. Alors qu'il y a 15 personnes qui sont passées avant. Est-ce que tu as aussi une rapidité de lecture qui vient s'associer à ça, en plus? Donc, comme si tu photographiais la page? Mais j'ai une mémoire photographique. J'ai une très bonne mémoire à court terme, une mémoire visuelle énorme, c'est-à-dire que quand je préparais mes questions d'internat, par exemple, c'était que des couleurs. J'ai fait quelques fictions, et le scénario, pour apprendre les dialogues, comme j'ai très peu de mémoire, j'ai une très mauvaise mémoire, je pense que c'est une mémoire liée à un problème d'attention, plus qu'autre chose. Mais comme j'ai peu de mémoire, j'ai du mal à mémoriser les scènes et les dialogues. D'accord. Et donc, je fais des petits dessins à côté de tout ce que je dois dire. Tu fonctionnes en symbole, alors? Ouais. Et comme ça, par exemple, il y avait je sais que je me souviens encore aujourd'hui, alors qu'on a tourné il y a 4 ans, d'une scène où je dois parler d'un vin que je sers, qui est un cépage colombard. J'arrivais pas à m'en souvenir. J'ai fait une petite colombe à côté. Et en fait, quand je vois... T'associes les idées. Ouais, et en fait, voilà. Et en fait, si je joue face à toi une scène, je vois la page s'afficher devant moi. Et donc, je vois les symboles. Alors, à force de répéter, finalement, tu le mémorises. Mais au début, quand j'ai un problème sur un dialogue où je dois faire une réplique, donner la réplique, j'ai l'image de la colombe, j'ai l'image du marteau, j'ai l'image... Je devais faire, notamment dans une scène, je devais décrire une autopsie, mais de façon précise et dans un ordre précis. C'était un peu compliqué. J'avais fait tous les petits dessins dans l'ordre précis et j'ai recraché ça. Et quand je parlais à ma partenaire, je voyais s'afficher les petits dessins
qui me permettait de faire mon truc, tout en jouant. Et alors, du coup, ta première année de médecine, tu sais comment tu l'as eu du premier coup? Alors, je l'ai eu d'abord en travaillant beaucoup, Ouais. et en relisant pratiquement tout la veille du concours, parce qu'il fallait que alors ça me rassurait aussi, mais il fallait que je photographie pratiquement après. Mais là, aujourd'hui, tu me donnes comme j'ai une mémoire à très court terme, mémoire de travail, quand je dois par exemple parler de quelque chose que j'ai travaillé, il faut que je le relise juste avant, mais en 15 secondes, même s'il y a du texte comme ça, et ça rentre. Et c'est imprimé. Et alors ça, c'est l'histoire de la mémoire qui est à très court terme, c'est quelque chose de plutôt assez rare, parce que généralement, les HP ont une mémoire comme une salle d'archives où ils emmagasinent même des choses totalement inutiles et tout. Mais tu vois que je suis pas HP. Non, mais cela dit, tu coches énormément de cases. Et la mémoire, c'est un tout petit truc par rapport à tout ce qu'il y a d'autre. Est-ce que tu sens je vais te poser une question, tu n'es pas obligé de répondre, mais par rapport à ta femme, est-ce qu'elle voit que tu as des comportements ou un fonctionnement qui peut être un peu différent des autres, ou peut-être elle-même aussi l'est quelque part elle a beaucoup ri quand je lui ai dit, il paraît que je suis HP. Elle m'a dit, mais quoi, t'es HP quoi? Je lui ai dit, il paraît que je suis au potentiel. Elle me dit, mais sur quoi il se base? Elle m'a dit, parce que je pense que dans son esprit, peut-être au potentiel, c'est surdoué, c'est brillantissime, ou j'en sais rien. C'est Einstein, c'est tout ça. Voilà, je ne suis pas Einstein, mais elle me dit, mais elle dit, je veux pas te vexer, je veux bien croire que tu sois au potentiel pour la médecine, mais ça se traduit comment? Donc elle était un peu sceptique. Ouais. En revanche, le TDAH, là, je pense qu'elle est d'accord. Là, elle est d'accord. Les problèmes d'attente, parce qu'elle devient folle avec ce que je ne retiens pas. D'accord. Elle me dit, c'est pas possible une mémoire pareille, quoi. Donc je pense qu'elle a compris maintenant que c'est un problème d'attention plus qu'autre chose. C'est-à-dire que quand les choses ne m'intéressent pas suffisamment, ça marche pas. Je les retiens pas. Ouais, il faut qu'il y ait un impact émotionnel qui s'associe Exactement, avec. Ouais. Alors en revanche, l'impact émotionnel associé, quand je mobilise plusieurs sens, c'est pour ça que les scénarios, j'ai fait des petits dessins, parce que ça mobilise le sens de la créativité, le sens de manuel, parce qu'il faut que je dessine, le sens visuel. Donc plus je mobilise de sens, plus ça rentre. Plus ça rentre, ok. La Madeleine de Proust, quoi. La Madeleine de Proust. C'est très HP, hein. Ce que je vais finir avec la fin de la conversation, je vais être convaincu, mais peut-être pas. Est-ce que c'est plus facile pour toi de regarder, avec les connaissances que tu as avec ce groupe de la secte, où vous discutez là-dessus, et avec les connaissances maintenant que tu as sur les caractéristiques, quand tu vois tes enfants, est-ce que tu te dis, peut-être que eux, est-ce que c'est plus facile de le percevoir Bien sûr, c'est toujours plus facile de le voir chez les autres. Alors, je sais pas si mes enfants sont HP ou je sais qu'il y en a 2 qui sont TDAH, ça c'est sûr, mais est-ce qu'ils sont HP? C'est compliqué parce que le plus petit, on se dit qu'ils sont vachement évolués, mais les gamins à cet âge-là, aujourd'hui, avec les accès, tablettes, internet, le fait qu'ils vivent avec des grands, etc., font que c'est des usines à neurones qui vont à une vitesse dingue. Après, je me pose plus de questions sur les autres que sur moi. Je perçois plus quelque chose qui pourrait s'apparenter à une précocité ou un haut potentiel, en dehors de cette rapidité cognitive qui est parfois fatigante. Hein. Bah oui, la pensée en arborescence. Ouais, j'ai des moments d'euphorie créatrice, avec des pics incroyables, et je peux me lever. D'abord, je dors très peu, je me lève à 5h ou à 5h30 du matin. Tu fais pas des nuits de 8h? Non. Ah non, Tu lis pas un seul bouquin? Tu en lis plusieurs à la fois? Je lis plusieurs bouquins à la fois, et surtout, je n'arrive pas à lire parce que ça me fait chier très vite. Sur la plage, tu restes pas sur la chaise longue? Tu rigoles, quoi. Je m'assois 2 secondes et je me lève, quoi. Il faut que je fasse un truc. J'ai des spasmes créatifs, j'ai des bouffées, mais je les ressens maintenant. C'est-à-dire que c'est la différence. Depuis quelques années, je sens le matin quand j'ai une sorte de bouillonnement neuronal. D'accord. Je le ressens, c'est-à-dire que je sens une sorte d'euphorie, mais à tel point que je me disais, il y a un moment, je me suis dit, t'es peut-être maniaque. Non, mais PMD. Vraiment, t'as vraiment pensé à ça? Je me suis dit, est-ce que tu serais pas un peu bipolaire? Alors ça va, parce que j'ai pas le côté dépressif, mais je me suis dit, ce côté euphorique, bouffé de créativité, une envie de tout faire en même temps, etc. Il y a des moments où je me faisais peur.
Et en fait, maintenant qu'on me parle d'HP, je me dis, bah, c'est peut-être ça, et peut-être que c'est simplement dans ce qu'il y a dans mon cerveau, j'en sais rien. Mais, tu subis plus, en fait, tu commences à le je commence à l'analyser comme une chance plus qu'un handicap. Et puis, et finalement, à me dire, finalement, t'es comme ça. Parce que quand tu vas pas au bout de ce que tu veux faire, quand je fais du bricolage, qu'il y a un truc qui m'excite, que je suis capable de traverser Paris pour aller chercher l'outil qui me manque, etc., et que je commence à faire le truc, je peux m'arrêter. Je peux m'arrêter au bout à la moitié du chemin et me dire, je ferai ça demain, je vais passer à autre chose. Ouais, c'est fini. Hop, reset, on passe à autre chose. C'est pas dead, c'est que je le ferai demain. Celui-là, parce que j'ai autre chose, il faut que je commence sur autre chose. Il y a d'autres priorités en fait qui arrivent. Voilà, à chaque fois, exactement, à chaque fois j'ai un autre truc à faire. D'accord. Et alors, pour conclure, depuis que tu as passé ce test et surtout depuis les 2 ans, où vous en parlez un petit peu plus, est-ce qu'aujourd'hui tu te dirais que ça t'a apporté des choses ou finalement non Si, ça m'a rassuré, ça me permet de mieux me comprendre. Et ça c'est quand même pas mal quand tu arrives à comprendre des choses qui t'énervaient ou qui t'intriguaient ou qui te faisaient dire... Moi, je m'énerve souvent, moi, contre moi, en me disant, mais putain, mais va au bout de ce que tu es en train de faire, quoi. C'est pas possible. Tu es en train de faire un truc, tu penses à autre chose. Alors ça m'arrive très souvent. Par exemple, je peux avoir une conversation, ce qui n'était pas le cas pendant notre entretien, mais je peux avoir une conversation, ça c'est un truc de fou. C'est-à-dire que mais même quand je fais une émission de télé en direct, c'est-à-dire que je vais interviewer quelqu'un qui me parle, qui répond à ma question. Donc, on est en direct, il faut se concentrer. Je me concentre, j'écoute la personne. Et au bout de 5 minutes, la personne va continuer à me répondre. Et moi, je vais être en train de penser au match de foot que je vais regarder le soir. En pleine interview. En pleine interview. Jusqu'au moment où, comme la personne continue à parler, où je vais chercher ma pensée en disant... mais concentre-toi, parce que si le mec il te pose une question, qu'est-ce que tu vas faire? Et donc, je prends ma pensée, je la range dans ma poche et je me raccroche à ce que le mec a dit. Et j'ai l'impression que mon cerveau a enregistré à mon insu, pendant que moi je pensais au match de foot, ce que le mec était en train de me dire et que j'aurais pu à n'importe quel moment réagir. N'importe quel moment. Ouais, ça s'est fait tout seul en fait. Tout seul. Ça s'est fait tout seul. Ça t'a jamais joué des tours? Tu t'es jamais retrouvé dans une situation de difficulté? Plus maintenant, parce que j'ai la chance d'avoir un sens de la répartie qui fait que même si je suis pris au dépourvu, je m'en sors. Je fais une pirouette, je rebondis toujours. Oui, c'est ce qui caractérise de toute façon. Je ne suis jamais pris en défaut, même quand je ne suis pas concentré. Je peux toujours m'en sortir. Merci, je te donne le mot de la fin. Est-ce que tu as un petit mot pour les gens qui s'interrogent sur leur propre comportement? Ce qu'il faut dire aux gens qui s'interrogent sur leur propre comportement, ou sur ce qu'ils sont vraiment, c'est qu'à partir du moment où on se pose des questions, il faut essayer d'avoir des réponses. Moi, je regrette de ne pas avoir cherché les réponses plus tôt. Ça m'aurait probablement apaisé dans des souffrances, petites souffrances, cognitives ou intellectuelles qui me faisaient douter de moi. Et que je pense que quand on a les réponses, si on a des problèmes qui peuvent être considérés comme des handicaps et jouer sur l'estime de soi, parce que finalement... le fait de ne pas comprendre pourquoi on est comme on est altère l'estime de soi. C'est-à-dire on se dit qu'on est trop con, qu'on n'est pas capable de faire les choses à fond, qu'on n'y arrivera pas, etc. Alors que peut-être qu'avec quelques réponses sur les raisons pour lesquelles on est comme on est, finissent par nous apaiser. Et je pense que les gens qui se posent des questions, c'est déjà le premier pas. Et il faut aller au bout pour avoir des réponses. Que ce soit par des tests, mais il faut aller voir forcément des gens dont c'est le métier, qui vont nous aider, un coach comme toi ou des psychologues, pour nous aider à nous faire aller vers ce pourquoi on est fait, et peut-être parfois nous aider à trouver les réponses en nous-mêmes. Parce que finalement, moi je suis allé voir, un peu comme tout le monde, des psychiatres, parce que j'avais des problèmes à un moment, et j'ai jamais eu de réponse. Et finalement, c'est progressivement que les réponses, je les ai trouvées moi-même, en disant, bah oui, là, ce que tu es en train de lire ou ce que tu es en train de voir ou ce que tu as fait comme expérience, ça explique peut-être ce que tu as fait à tel moment de ta vie. Et voilà. Donc je pense qu'il faut aller au bout de tout ça, avant de mourir.
avant de mourir. Donc quand on cherche des réponses, il faut aller les chercher. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Michel. Merci à toi, Claire. C'était un plaisir. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté l'histoire de Michel Simès. Et petit clin d'œil particulier à notre ami commun Stéphane pour nous avoir fait nous rencontrer. Si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen pour qu'Atypique People perdure est de mettre 5 étoiles sur iTunes, de vous abonner et de laisser un commentaire. Et découvrez toute l'actualité du podcast en vous abonnant au compte Instagram d'Atypique People, atypique_people. Et moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain avec l'interview d'une femme zèbre, Laura Trompette, cette écrivaine qui m'a immédiatement touchée par la personnalité des personnages de ses livres, car tous sont aussi des zèbres. En attendant, n'oubliez jamais que la différence est une incroyable richesse et non une faiblesse. Alors, croyez en vous. Je vous embrasse.